La salle était silencieuse, trop silencieuse pour un conseil de guerre. Personne ne parlait tandis que Trex, autrefois commandant suprême de la 7e Légion du domaine Jar, se tenait devant eux, enveloppé non pas de fierté militaire, mais de honte. Son armure était terne. Sa mandibule gauche tremblait sous l'effet d'une lésion nerveuse. Ses yeux, autrefois brillants du feu de la conquête, ne reflétaient plus qu'une seule chose, la peur. Il s'avança en boitant jusqu'à la plateforme centrale, sa jambe mécanique claquant sur le sol de pierre. « Je ne suis pas ici pour l'honneur, » dit-il. « Je ne suis pas ici pour reconquérir mon rang. Je suis ici parce que vous êtes tous sur le point de commettre la pire erreur de l'histoire de Xar. La salle du conseil. Un dôme imposant d'obsidienne et de cristal bleu scintillait d'une lumière numérique provenant des mines reliées au noyau central. 12 conseillers étaient assis en demi-cercle, vieux et fiers, imprégnés de médailles militaires et d'arrogance politique. La plupart regardaient Trex avec un dégoût à peine voilé. L'un d'eux ricana même. La voix du conseiller Zura était moqueuse. « Parlez-nous encore, commandant, de ces soi-disant humains ? Ce ne sont pas que des soldats, grommela Trex. Ce sont des guerriers incarnés. Ils ne se battent pas pour gagner. Ils se battent parce qu'ils ne savent pas s'arrêter. » Le conseiller Vorak leva les yeux au ciel. « Vous avez perdu. Admettez-le. Tu as été vaincu par une espèce de primitif à peine sorti de leur rocher. »« Je n'ai pas perdu une bataille, » rétorqua Trex. « J'ai perdu une armée. »« Je n'ai pas perdu une bataille, » rétorqua Trex. « J'ai perdu une armée. » Cela les fit sursauter. Sa voix, rauque et tremblante, portait encore ce vieil ordre. Un ou deux conseillers se penchèrent en avant, incertains. Ils se sont glissés dans l'ombre de notre avant-poste sur Dro-9, comme s'ils se fichaient du terrain. Leur chef ne portait même pas de casque. Il souriait tandis que nous chargions. « Un bluff, » dit un conseiller. « Les lâches sourient quand ils ont peur de la mort. »« Non, » siffla Trex. Il souriait parce qu'il voulait mourir en combattant. Un silence s'ensuivit. Trex ferma les yeux. Trex ferma les yeux. Il voyait encore les mouvements des humains. Déchiquetés, bruyants, brutaux. Ils ne marchaient pas comme les Jars. Ils fonçaient comme des tempêtes déferlant sur les rivages. Un chaos brutal et désordonné qui, d'une manière ou d'une autre, fonctionnait toujours. Chacun se battait comme s'il était le dernier sur le champ de bataille. Tous étaient prêts à mourir s'ils devaient entraîner quelqu'un dans leur chute. « Ils ne sont pas liés par l'honneur, » murmura Trex. « Ils s'adaptent, trichent, enfreignent leurs propres règles pour enfreindre les vôtres. Vous en envoyez des milliers, il n'en envoie qu'un, et il brûle tout votre bataillon. Vous tuez son escouade, il s'autodétruit juste pour vous emporter avec lui. » Zura rit de nouveau, histoire de vieux soldats. « Vous pensez que ces humains sont invincibles ? J'ai vu un humain ramper, les intestins traînant derrière lui, juste pour faire exploser notre portail de bouclier. » Un autre conseiller cligna des yeux. « Vous exagérez sûrement. Je lui ai tiré dessus à 3 reprises. Il a continué à ramper. Certains conseillers ont maintenant bougé, ne riant plus. Vous me prenez pour un fou. J'ai vu vos visages quand je suis arrivé ici en boitant. Vous murmurez que je suis brisé, que j'ai craqué en battant en retraite. Mais soyons clairs. » Trex se pencha en avant, sa voix glaciale comme les lunes de Vorak. « Tu vas te briser aussi, car ils arrivent. Et tu ne les verras pas comme des guerriers tant qu'ils ne se tiendront pas sur ton cadavre. » Les lumières s'éteignirent dans la pièce, tandis que l'hologramme de l'Empire Jar clignotait pour indiquer le secteur 14, système terrestre. La flotte de reconnaissance avait déjà été déployée. 8 vaisseaux, des bataillons complets. Le Conseil l'avait approuvé la veille. Trek fixait l'icône lumineuse indiquant la Terre. Ce maudit petit monde bleu. Petit, insignifiant, mais cachant quelque chose d'ancien dans le sang de son peuple. « J'ai vu l'avenir, » dit Trex, « et il est revêtu de peau humaine. » Il se retourna, sa cape traînant derrière lui, et s'éloigna sur sa prothèse. Il n'avait pas besoin d'applaudissements. Il n'avait pas besoin d'approbation. Il avait fait sa part. Le reste n'était plus qu'un instant. Alors qu'il sortait de la salle,
Un assistant subalterne du conseil le regarda avec pitié. « Tu crois vraiment qu'ils sont si dangereux ?» Trex continua de marcher. « Pas dangereux. » Il s'arrêta au bord du couloir, le regard perdu dans le vide. Inarrêtables, ils surgirent de la distorsion au-dessus de la terre avec précision. 8 vaisseaux de guerre jarres, chacun de la taille d'une petite lune, planaient tels des dieux au-dessus de la planète bleue. Leurs coques luisaient de noir et de rouge, marquées de runes de guerre brillantes. Leurs moteurs vrombissaient d'une puissance ancestrale, et leurs armes étaient chargées avant même que les satellites terrestres n'aient détecté leur présence. Le général Kurtal se tenait sur la passerelle du vaisseau de commandement Dominance Reborn, les 4 bras derrière le dos, l'air stoïque. Il n'était pas comme Trex, le vieux fou brisé par les histoires de fantômes. Kurtal était né dans le sang et l'acier. Il avait conquis 6 mondes. Ses cicatrices étaient des médailles, sa réputation inégalée. Et maintenant, il allait prendre la terre comme trophée. Les analyses sont terminées, rapporta un officier de passerelle. Défense orbitale minimale. Leurs flottes sont primitives. Vitesse subluminique. Propulsion essentiellement chimique. Aucune menace. Défense orbitale curtimale. Leurs flottes sont primitives. Vitesse subluminique. Propulsion essentiellement chimique. Aucune menace. Kurtal ricana. Comme je l'ai dit, des bâtards arriérés rampant dans la poussière. Un autre officier ajouta « Nous avons désactivé leur réseau de communication. La planète est aveugle. Commencez la descente, ordonna Kurtal. Phase 1, décimation. Les vaisseaux jarres se séparent en formation, descendant dans l'atmosphère terrestre comme des météores. Les villes en contrebas regardaient le ciel s'assombrir tandis que des nuages d'orage se formaient dans leur sillage. La panique se répandit rapidement. Partout sur Terre, les agences de presse s'empressèrent de comprendre ce qui se passait. La plupart pensèrent à un essai militaire. D'autres pensèrent à la fin. Ils avaient tous tort. La première cible était une importante base militaire d'Europe de l'Est, une installation clé de l'OTAN. Le bocal s'est effondré avec des frappes chirurgicales, désintégrant tout dans un rayon d'1,5 kilomètre. Les humains en dessous n'ont eu aucune chance. Béton, acier, chair, tout s'est vaporisé dans la lumière aveuglante. La deuxième frappe a touché une flotte navale dans le Pacifique. Des navires ont coulé sans même avoir lancé de missiles. Des avions se sont transformés en poussière sur la piste. Le bocal ne parlait pas. Ils n'envoyèrent pas de message ni n'exigèrent la reddition. Ils se comportèrent simplement comme des bourreaux sans permission, persuadés que tout serait terminé en quelques jours. Mais la Terre n'était pas un empire unifié. Ce n'était pas une puissance monolithique comme le Domenjar. Elle était chaotique, divisée, instable, et c'était précisément pour cela qu'elle était dangereuse. Et c'était précisément pour cela que c'était dangereux. Les représailles arrivèrent 48 heures plus tard. Kurtal était en orbite, examinant la prochaine vague de cibles d'invasion lorsque son vaisseau fut secoué. Brusquement, les alarmes hurlèrent. Le poste de commandement s'assombrit. « Qu'est-ce que c'était » s'exclama Théil. « Un pacte de projectiles inconnus » balbutia l'officier. « Venait de la surface. Aucune signature thermique. Aucun verrouillage. » Il avait contourné nos boucliers. Les yeux de Kurtal se plissèrent. « Comment » ? « Je l'ignore, mais il a traversé le pont inférieur 6. Brèche scellée, mais 28 membres d'équipage tués. Avant que Kurtal puisse réagir, le second coup est arrivé. Cette fois directement au bloc de propulsion gauche. Le vaisseau a cédé. Les systèmes sont passés au rouge, la gravité a vacillé. Puis le silence. Il n'avait jamais vu ce genre d'arme auparavant. Ce n'était ni élégant, ni sophistiqué, ni extraterrestre. C'était laide, brutal, couvert de ferraille et de crânes peints à la bombe. Et ça fonctionnait. En apparence, les forces spéciales humaines s'étaient mobilisées à une vitesse terrifiante. Partout dans le monde, des dizaines d'armées, autrefois méfiantes les unes envers les autres, partageaient des données via des canaux cryptés secrets. Les puissances nucléaires se sont retenues, non par pitié, mais par calcul. Ils n'avaient pas besoin d'armes nucléaires, ils avaient besoin de chasseurs
et la terre en avait à profusion. De la toundra sibérienne aux ruines de Détroit, des vétérans de guerre aux milices clandestines, les guerriers terriens surgissaient comme des ombres, incontrôlés, imprévisibles, intrépides. Dans la ville incendiée de Lyon, une escouade de la JAR rencontra sa première véritable résistance. Il ratissait une zone résidentielle lorsqu'un tas de cadavres explosa, littéralement. Caché en dessous se trouvait un humain aux 2 jambes cassées, riant en dégoupillant une grenade bourrée d'éclats et de vieux clous. 2 soldats de la JAR furent tués sur le coup. Le 3e perdit ses 2 bras. Il n'avait jamais été entraîné pour ça. La doctrine de combat de la JAR reposait sur le contrôle, la surprise et la terreur. Dominer le terrain avec une puissance écrasante. Mais la Terre n'a pas respecté ses règles. Un soldat humain en tenue de camouflage a chargé une patrouille sans armes. Juste un tuyau d'acier rouillé et du sang dans les dents. Il a hurlé comme un animal. Lorsqu'ils lui ont tiré dessus, il s'est effondré. Et 2 autres ont surgi d'une grille d'égout et les ont déchiquetés. Kurtal a regardé la vidéo et a ressenti quelque chose d'inconnu dans sa poitrine. Ni confusion, ni colère, mais malaise. Il se souvint de ce que Trex avait dit. Ils ne se battent pas pour gagner. Ils se battent parce qu'ils ne savent pas s'arrêter. Et maintenant, Kurtal comprit la vérité. Ce n'étaient pas des guerriers. C'étaient des survivants. L'humanité n'avait pas évolué dans la paix et l'ordre. Elle rampait de guerre en guerre, se nourrissant de son propre sang. Génocide, croisade, guerre civile, guerre de tranchées, cyberguerre. Les humains n'avaient pas besoin de raison pour se battre. Ils se battaient parce que c'était inscrit dans leur ADN. Ils se battaient. Ils se battaient parce que c'était inscrit dans leur ADN. Les guerriers de la JAR se battaient pour la conquête. Les humains se battaient comme s'ils n'avaient rien à perdre, et cela les rendait terrifiants. Dans un quartier en ruine de New York, un capitaine éclaireur de la JAR, nommé Vental, était coincé dans un immeuble effondré. Son unité avait été prise en embuscade, non pas par des chars ou des frappes aériennes, mais par des enfants, des jeunes de 15 ans armés d'explosifs artisanaux et de machettes. Il en avait tué 3 avant que les autres ne le submergent, lui attaquant les jambes et hurlant des jurons qu'il ne comprenait même pas. Il avait rampé dans les décombres, perdant du sang, traînant son fusil à plasma cassé derrière lui. Des heures plus tard, il attendait la mort. Sauf qu'ils ne l'ont pas achevé. Ils l'ont laissé en vie. Et maintenant, il comprenait pourquoi. Parce que la peur se propage plus vite que le feu. Chaque survivant devenait témoin. Chaque cri résonnait sur le champ de bataille suivant. Les humains ne voulaient pas gagner rapidement. Ils voulaient se venger. Ils voulaient que les Jars la ressentent. De retour sur la domination renaissante, Kurtal ordonna une escalade immédiate. Déchaînez les canons baraques. Anéantissez leurs villes. Sans pitié. Sans pitié. Mais les officiers hésitaient. « Monsieur, nos batteries secondaires sont hors service. Les ingénieurs signalent un sabotage. Nos systèmes ont été infiltrés. » Kurtal fixa du regard. Par qui? La voix de l'officier tremblait. On ne sait pas. Mais lui, il le savait. Ils avaient embarqué des humains lors d'une opération de nettoyage. Prisonniers. Petits. Désarmés. L'IA du vaisseau n'avait détecté aucune menace. Les humains étaient à moitié nus, ensanglantés, enchaînés, sauf l'un d'eux qui sourit aux gardes et dit « Tu as amené le diable chez toi, alien. » Ils étaient maintenant dans les conduits d'aération. Le vaisseau devint un tombeau. À travers la flotte, des rapports similaires se répandirent. Incendie, explosion, perte de contrôle soudaine, apparitions humaines dans des lieux inexpliqués. Un enfant armé d'une brosse à dents aiguisée poignarda un commandant de la JAR au cou sur le pont de l'honneur ascensionné. Un vieil homme en fauteuil roulant utilisa un couteau caché pour trancher la gorge d'un garde. Il utilisa un couteau caché pour trancher la gorge d'un garde. Une femme, qui avait perdu sa famille lors des frappes orbitales, arracha sa propre puce de localisation, la plaça dans un cadavre et s'arma de suffisamment d'explosifs pour faire s'effondrer une zone d'atterrissage entière. Kurtal était en train de s'effondrer. Il avait anéanti des espèces entières.
Ils n'avaient jamais connu ce genre de guerre. Ce n'était pas une conquête, c'était l'enfer. Le point de rupture fut atteint lorsqu'ils tentèrent de battre en retraite. Leurs balises longue portée furent détruites. Leurs moteurs à distorsion brouillés. Les pirates informatiques terriens avaient enfoui du code dans leur propre réseau de signaux. L'arrogance des Jars avait supposé que leur système était inviolable. Or, il ne l'était pas. Les vaisseaux ne pouvaient plus avancer. Et puis vint le message. Ni d'un dirigeant mondial, ni d'un général. D'un homme. Une voix rauque, accent flou. Probablement la quarantaine. Pas en uniforme. Pas propre. On aurait dit qu'il fumait. Vous êtes tombés dans nos cieux comme des dieux. Vous avez tué notre peuple, brûlé nos maisons. Vous pensiez qu'on supplierait, qu'on mourrait en silence. Vous avez oublié une chose. Nous sommes humains. On s'entretue depuis qu'on peut tenir des pierres. Vous avez choisi la mauvaise planète. Kurtal resta silencieux jusqu'à la fin de la transmission. Il se tourna vers l'écran principal. La Terre, bleue, silencieuse, toujours en rotation. Mais il ne voyait plus de planète. Il voyait un cimetière à remplir. Et pour la première fois de sa carrière, il se sentit comme une proie. La première fois que Trex vit la contre-offensive terrestre sur l'holosphère du Conseil, il n'éprouva aucun sentiment de triomphe. Il se sentait justifié. Une vérité sanglante a toujours un goût amer, même lorsqu'on l'entend enfin. L'écran devant lui diffusait en direct, non pas le réseau de diffusion du Jar, mais une transmission piratée. Les réseaux terrestres avaient été piratés par leur propre résistance, piratés par des satellites, des signaux pirates et même de vieilles antennes relais. Ce n'était ni poli ni de la propagande, c'était brut. Là, sur l'écran, scintillait un champ de bataille à l'extérieur de Johannesburg. Des troupes Jar, des escadrons de choc d'élite, se précipitèrent pour se mettre à couvert tandis que quelque chose se déplaçait dans le brouillard. Rapide, trop rapide pour l'œil, flou, et puis, un par un, ils tombèrent. Trex plissa les yeux et se pencha. Un humain? Non, des humains. 4. Camouflage urbain, armure de récupération, peinture noire grossière sur le visage. L'un d'eux portait un morceau d'exosquelette de tsar attaché à sa poitrine comme un trophée. Il ne portait pas de fusil à plasma, juste une technologie humaine rudimentaire et modifiée. Des fusils qui semblaient avoir été maintenus ensemble par du ruban adhésif et la colère. Mais ils se déplaçaient comme des loups. Ils ne criaient pas, ils ne parlaient pas, ils tuaient, tout simplement. Et quand ce fut fait, ils disparurent dans la fumée. « Rejoue-la » murmura Trex. La vidéo tourna en boucle. Il revoyait la même scène encore et encore. La salle du conseil derrière lui bourdonnait de chaos, mais Trex bloqua la scène. « Conseiller » balbutia un assistant derrière lui. « Les humains ont désactivé 37% de nos communications longue portée. Nous n'arrivons pas à contacter les flottes en dehors du secteur 14. Nous pensons qu'ils ont... » « Je te l'ai dit, » grogna Trex sans se retourner. « Tu n'as pas écouté. Maintenant, ils t'apprennent pourquoi tu aurais dû. » Il se releva, plus lentement qu'avant. Sa jambe claqua contre le sol, et la douleur dans son flanc s'enflamma comme un feu lui léchant les côtes. Laissez-le brûler. Le conseil l'avait ignoré assez longtemps. Maintenant, ils avaient besoin de lui. Et s'il ne le faisait pas, il brûlerait avec les autres. Kurtal fixait le feu. Son vaisseau de commandement, le Dominance Reborn, était paralysé, flottant tel une carcasse au-dessus de la terre, saignant de son énergie. La fumée étouffait les couloirs. Des incendies brûlaient dans des zones depuis longtemps détruites par des saboteurs humains. Il était assis dans une pièce noircie autrefois utilisée pour planifier des conquêtes planétaires. Maintenant, ça sentait la mort et l'alliage fondu. Le général, l'un de ses derniers officiers survivants, respirait à travers un masque respiratoire brisé. Les capsules de sauvetage ont disparu. La voie d'évacuation est compromise. Masque, les capsules de sauvetage ont disparu. La voie d'évacuation est compromise.
Compromise, marmonna Curtal. Il faillit rire. Ce n'était pas compromis. C'était parti. Ils étaient piégés. Il faut tenir, dit l'officier. Des renforts. Il n'y a pas de renforts, rétorqua Curtal. Les autres flottes n'arrivent pas. Ils pensent que nous contrôlons toujours la situation. L'officier s'affala contre le mur. Il lui manquait 3 doigts à cause d'un garrot de campagne. Ses yeux étaient vides. Nous les avions sous-estimés. Non, dit froidement Cortal. Je les avais sous-estimés. Il se leva lentement, le poids de l'échec pesant à chaque pas. Autour de lui, le pont était rempli de soldats blessés, d'ingénieurs mourants, de terminaux clignotants. Il se tenait dans une tombe, et c'était une tombe qu'il avait creusée. Sur le sol, les humains étaient devenus quelque chose d'autre. Ils ne se contentaient pas de combattre, ils apprenaient. Les premières batailles furent désespérées, improvisées, sanglantes. Mais à présent, les survivants de la Terre s'organisaient, non pas par l'intermédiaire de gouvernements, mais par l'intermédiaire de soldats, déconnectés de la politique, de l'hésitation, du droit. Ils n'avaient que l'instinct et la vengeance. Le major Richard Holt avait été soldat toute sa vie, avait combattu en Afghanistan, participé aux combats en Syrie, tué plus d'hommes qu'il ne pouvait en compter. Mais rien ne l'avait préparé à ce que la jarre allait lui apporter. Et pourtant, il s'adapta. Il dirigeait désormais une unité de 43 irréguliers. Aucun uniforme ne correspondait. Certains portaient de vieux équipements de police. D'autres avaient récupéré des gilets pare-balles sur des soldats de la jarre morts. Un jeune, à peine sorti du lycée, portait un plastron fait de plaques d'immatriculation soudées, mais ils se déplaçaient comme des fantômes. Ils attaquaient les lignes de ravitaillement, tendaient des embuscades aux équipes de secours, utilisaient les capteurs sanguins de la jarre pour tromper leur système d'IA. Ils ont même piraté un Jar Walker, ces imposantes machines de guerre à 6 pattes, et l'ont transformé en bombe ambulante. Ils l'ont fait foncer dans une base Jar près de Mexico, l'ont fait exploser et ont tué 200 d'entre eux. Ricard avait perdu 9 hommes. Il considérait cela comme une victoire. Et chaque fois qu'il pensait au chemin parcouru, il murmurait un nom, Trex. Il avait vu l'avertissement, l'enregistrement pirate de la salle du conseil, un extraterrestre tentant d'arrêter la guerre, tentant de les avertir. Et Ricard avait écouté. Car la guerre se fiche des espèces, elle ne respecte que les survivants. De retour sur la planète natale des Jars, le conseil avait finalement admis ce qu'il savait au fond de lui. Ils étaient en train de perdre. Pas seulement une bataille, pas seulement une campagne, la guerre. Parce qu'ils n'avaient pas seulement attaqué la Terre. Ils l'avaient réveillée, Trex se tenait au centre du nouveau conseil de guerre, les yeux rivés sur la carte du secteur. Chaque jour, de nouveaux points rouges, des pertes de Jars, clignotaient sur l'écran. Les humains ne reculaient pas. Ils progressaient. Ils abordaient des vaisseaux, détournement des communications, transformation des prisonniers en agents doubles. On rapportait même que des unités humaines atteignaient les colonies extérieures et semaient le chaos avant de s'enfuir à nouveau dans l'espace. Et le pire, ils n'avaient ni commandement central, ni base, ni hiérarchie claire. Ils étaient dispersés. Et pourtant, ils se déplaçaient comme un seul homme. Conseiller, dit nerveusement un analyste, nous avons intercepté une explosion de données humaines. Il l'appelle Opération Fléau. Quel est l'objectif ? Demanda Trex. L'analyste blêmit. Tuer tous les Jars qui posaient le pied sur terre. Pas de prisonniers. Pas de pitié. Un silence. Puis Trex dit « Bien, Curtal était à la surface. Il avait abandonné le Dominance Reborn après avoir fait exploser son noyau pour l'empêcher d'être capturé. Il avait survécu de justesse à la chute libre, s'écrasant sur ce qui était autrefois le New Jersey, devenu un champ de bataille incendiaire de bâtiments en ruines et de cendres. Il lui restait 30 soldats. Autrefois, ils étaient d'élite. Maintenant, ils étaient traqués. Ils évoluaient à travers les ruines en silence. Pas de radio, pas de scanner,
Le moindre bruit pouvait déclencher une embuscade humaine. Ils aperçurent un enfant, assis seul dans une voiture creusée. Embuscade. Ils aperçurent un enfant, assis seul dans une voiture creusée. Kurtal s'arrêta. « Laisse tomber, dit-il. C'est un appât. » Son officier fronça les sourcils. « C'est juste. » L'enfant explosa, littéralement cerclé d'explosifs, les yeux ouverts, mort depuis des heures. Ils avaient piégé le cadavre. 3 arts moururent dans l'explosion. Kurtal ne broncha pas. On était sur terre maintenant. Pendant ce temps, l'unité de Ricard était prévenue. Le général Kurtal, celui qui avait déclenché cette guerre, se trouvait quelque part dans le secteur 8. Vivant, Ricard n'avait pas besoin d'ordre. Il n'appela pas les commandes. Il regarda simplement les hommes et les femmes autour de lui. On y met fin. Ils n'applaudirent pas, ne hochèrent pas la tête. Ils chargèrent simplement leur équipement. La nuit tomba sur les ruines. Un vent froid souffla à travers les vitres brisées. Kurtal, accroupi dans les décombres d'un immeuble de bureau, son gilet pare-balles calciné, respirait péniblement. Il ne dormait pas. Il ne pouvait pas, car ils arrivaient, et il le savait. Il avait vu ce qui était arrivé à la dernière escouade qui avait tenté de tenir un bâtiment. Ils avaient été éliminés un par un, traînés dans l'obscurité. Pas de cris, pas de coups de feu. Ils avaient simplement disparu. Ces humains ne se battaient plus comme des soldats. Ils chassaient comme des prédateurs. Et maintenant, il était une proie. Il observa les étoiles à travers le plafond brisé. Il se souvint du premier jour où il avait vu la Terre. Comme elle paraissait petite, insignifiante. Maintenant, il ne pensait plus qu'à eux. L'unité de Ricard approcha silencieusement. Vision nocturne éteinte. Mouvement synchronisé par signe de la main. Pas de bavardage. Ils se déplaçaient comme des murmures à travers les débris, dépassant des voitures rouillées, dans des tunnels de métro gorgés d'eau. Ils n'encerclaient pas le bâtiment. Ils n'attendaient pas. Ils frappaient. Tout simplement. D'abord, une grenade assourdissante, artisanale, bruyante comme l'enfer. Puis le feu, les cris, la fumée. Les soldats de la jarre ouvraient le feu à l'aveuglette, leurs projectiles de plasma illuminant la pièce. Ricard ouvrit une porte latérale d'un coup de pied et envoya un coup de feu en pleine gorge. Un autre bondit sur lui, toute griffe dehors. Il se baissa, lui enfonça un couteau dans le ventre et se tordit. Les autres se battirent comme des démons, sans entraînement, sans précision, mais invincibles. Kurtal tenta de fuir, trébucha à l'arrière du bâtiment, traînant son arme, saignant de 2 blessures. Il n'alla pas bien loin. Ricard le plaqua contre un mur effondré, le projetant au sol. Ils luttèrent, la force extraterrestre contre la fureur humaine. Kurtal était plus fort. Ricard était plus furieux. Il enfonça son genou dans le flanc de l'extraterrestre, attrapa un morceau de barre d'armature et le fracassa. 1 fois, 2 fois, encore, jusqu'à ce que Kurtal s'immobilise. Respirant difficilement, Ricard se tenait debout, le visage couvert de sang. Pas tout à lui, pas un mot, pas un discours. Il alluma juste une fusée éclairante. Une fumée rouge monta en spirale dans le ciel. Un signal. La guerre n'était pas finie, mais un nom était rayé de la liste. La fumée persistait encore dans le ciel lorsque Ricard s'assit sur un escalier en ruine, berçant un casque criblé de balles sur ses genoux. Ce n'était pas le sien. Il appartenait à Ramirez, le gamin qui avait reçu une décharge de plasma en pleine poitrine, dégageant le couloir pour rejoindre Cortal. Ramirez ne cria pas. Il continua de tirer jusqu'à ce qu'il tombe, tel un soldat. Ricard resta muet. Ses mots lui semblaient creux. Chaque respiration qu'il prenait maintenant coûtait la mort d'un autre homme. La pile derrière lui ne cessait de grossir, et il n'y avait pas un seul visage qu'il puisse oublier. Un membre de son équipe s'assit à côté de lui, du sang sur ses bottes. « Est-ce vrai ?» demanda Théil doucement. « Était-ce vraiment lui ?» Ricard hocha la tête. Le général Cortal confirma. Gorge tranchée, crâne fracturé,
Une correspondance ADN avait déjà filtré le réseau de la résistance. Le soldat hocha lentement la tête. « Alors ? C'est fini ?» Ricard regarda l'horizon en flammes. Un vaisseau était suspendu au loin. Ce qui restait du commandement orbital des Jars, paralysé, gitant, en feu. « Non, dit-il, ça ne fait que commencer. Le domaine Jar n'a pas pleuré, Cortal. Ils ont interrogé l'instant, l'ont analysé, l'ont rejoué en simulation, puis ont paniqué. Sa mort n'était pas seulement une perte sur le champ de bataille. C'était symbolique. Il avait été le visage de la domination, de l'arrogance, d'une puissance militaire intouchable. Le voir abattu par des charognards humains sans armure, équipés de matériel de ville et de barres d'armature, le voir abattu par des charognards humains sans armure, équipés de matériel de ville et de barres d'armature, cela brisait quelque chose. Non pas la logique, mais le moral. Dans plusieurs colonies, les garnisons xares commencèrent à creuser des tranchées, à fortifier leur position au lieu de s'étendre. Certains commandants demandèrent des renforts, d'autres, pire encore, restèrent silencieux. Car une tendance se dessinait. Les humains ne se contentaient plus de survivre. Ils chassaient, de la toundra glaciale de l'ancienne Russie aux forêts du Congo en passant par les déserts d'Australie, les équipes d'extermination humaine, les cellules de résistance et les agents isolés avaient tous évolué. Ce n'étaient plus de simples unités disparates. Ils avaient des tactiques, un entraînement, une unité dans le chaos. Ils avaient trouvé leur rythme. Et chaque soldat Jar sur Terre le sentait au plus profond de lui-même. Ils étaient en train de perdre. Pas d'une seule frappe, pas d'une seule bataille, mais partout. Pas lors d'une seule bataille, mais partout. De retour sur la planète natale des Jars, le Conseil traversait son moment le plus sombre depuis des siècles. Trek était assis au bord de la salle circulaire, les bras croisés, observant la panique qui se lisait dans ses yeux froids. Ils ne l'interrompirent plus. Ils ne le traitèrent plus de fou, plus maintenant. Ils tuèrent Kurtal, murmura un conseiller d'une voix à peine audible. Un autre ajouta qu'il était protégé par un effectif complet. Le meilleur. Peu importe, dit Trex. Ils tueront aussi les autres, à moins que vous ne mettiez fin à cette folie maintenant, conseiller Zura. Sa voix, plus faible que d'habitude, se tourna vers Trex. Négocier ? Les mandibules de Trex claquèrent. Non. Et ensuite, se retirer. Des murmures fusèrent. La voix de Zura s'éleva. Vous voulez qu'on abandonne un secteur entier ? Oui, dit simplement Trex. Ou qu'on perde tout. Les humains ont appris nos schémas. Ils comprennent notre technologie maintenant. Ils ont inversé nos signaux, piraté notre IA, saboté nos marcheurs. Ils ne se battent plus avec désespoir. Il marqua une pause. Ils se battent avec détermination. Le silence retomba dans la salle. Ils savent qu'on ne fait pas de prisonniers, ajouta-t-il. Alors maintenant, ils ne le font plus. Le conseiller Varon, le plus âgé d'entre eux, se pencha enfin en avant, la voix basse. Ce sont des sauvages. Non, dit Trex. Ce sont des survivants. Pire encore. En orbite, le premier vaisseau Jar capturé sur Terre était désormais sous contrôle humain. Ils l'appelèrent Croc de fer. Ricard se tenait sur son pont fissuré, vêtu d'une armure récupérée, observant les étoiles pour la première fois. Le système d'IA clignotait toujours en script Jar. Mais une équipe technique de Berlin avait réussi à traduire suffisamment pour exécuter des commandes de base. Moteur, navigation, contrôle de tir. Nous ne sommes plus des passagers, sourit l'ingénieur en chef. Nous sommes les putains de pilotes. Le vaisseau empestait les brûlures de plasma et la chair fondue. Les corps avaient été brûlés, ventilés ou simplement laissés là où ils étaient tombés. Il n'y avait pas le temps de nettoyer. La riposte de l'humanité arrivait trop vite. Ricard avait un pied sur la poitrine d'un commandant mort. Il n'y prêta même plus attention. « Prêt à bouger ?» demanda T. Dit un mot. Il n'hésita pas. Cap sur l'orbite Jar. Il est temps de leur montrer ce dont la Terre se souvient.
Sur une colonie minière de l'espace Jar, un officier Jar nommé Velzak terminait un appel avec l'ordre déclinant du Dominion. « Monsieur, les forces terrestres ont franchi le seuil orbital. 3 vaisseaux ont percé le secteur 9. L'un d'eux est le nôtre. » Velzak fixait la console. « Un des nôtres ?» ?»« Oui, le croque-sang, désormais appelé croque de fer. Ils l'ont pris. Comment? On l'ignore, mais on a intercepté un message audio de son nouveau capitaine. Un clip grésillant retentit dans l'interphone. Vous avez envahi la Terre. On vous rend l'appareil. » Velzak ne répondit pas. Il se contenta de consulter la carte des territoires Xar. Ils étaient tous à portée de main. Pire encore, les humains n'avaient pas besoin de les conquérir. Il leur suffisait de leur faire du mal, de leur briser le moral, de saigner leur système, de leur inspirer la peur, et les humains étaient très doués pour la peur. La première mission de Ricard hors de la Terre fut courte et brutale. Il mena l'équipe d'assaut à bord de l'Iron Fang alors qu'il descendait sur un avant-poste de recherche mineure du Jar. Ce poste était autrefois spécialisé dans la conversion d'énergie. Ce n'était plus qu'un amas d'alliage en feu. Ricard n'avait capturé personne. Il n'avait pas interrogé. Le plan était simple. Faire une déclaration, celle que le Jar ne pouvait ignorer. Le plan était simple. Faire une déclaration, celle que le Jar ne pouvait ignorer. Lorsqu'ils partirent, il marqua le mur principal du dôme d'un glyphe humain grossier. Un crâne entouré de barbelés, peint en rouge à la bombe. Il n'avait pas besoin du conseil pour le lire. Les soldats le feraient, et cela les entrait. De retour sur Terre, Trex savait ce qui allait suivre, et cela les entrait. De retour sur Terre, Trex savait ce qui allait suivre. Le châtiment, dit-il doucement. Le conseil acquiesça, supposant qu'il parlait de la fureur de la Terre. Il ne le pensait pas. Il parlait de la leur. Jar Pride ne permettrait pas une retraite éternelle. Ils allaient s'intensifier. Ils le devaient. C'était inscrit dans leur ADN, et ce serait l'erreur fatale. Ils enverront leurs meilleurs éléments, avertit Trex. Assassins d'élite, escadrons suicides, frappes orbitales massives. Zura grogna. Alors être, écraserons-nous les humains une bonne fois pour toutes? Non, dit Trex, car ils y survivront. Et ensuite, ils s'en prendront à nous. Ni avec des flottes, ni par la diplomatie, mais avec des couteaux. Par le feu. Une mort à la fois. Il se tourna de nouveau vers l'écran. Retenez-moi bien. Nous avons commencé cette guerre, mais la Terre la terminera. Dans l'espace lointain, à bord d'un autre vaisseau éclaireur tsar détourné, un commando humain nommé Louis était assis, les yeux rivés sur une photo de sa fille. Elle était dans une école le jour où le Jar s'était écrasé à Boston. Il n'y avait plus rien à enterrer. Maintenant, il n'avait plus de chez lui, plus de mission, juste une obsession. Il se pencha sur la console et entra les coordonnées de la colonie Nextar. « Voyons voir ce que vous, bande de salauds, pensez quand quelqu'un vient chez vous. » Le vaisseau passa en distorsion. L'équilibre avait basculé. La guerre des Jars était une guerre de tactique, de supériorité et de force écrasante. Mais la guerre de la Terre, elle était personnelle. Aucun tambour de guerre ne retentissait dans la capitale Jar. Seul le silence régnait. Une terreur inexprimée planait comme une fumée au-dessus de la grande cité de Voskar. Le ciel était toujours d'un vert sombre. Les citadelles flottantes vibraient encore d'énergie. Les tours de cristal s'étendaient toujours vers le vide, tels des monuments déchiquetés à la fierté. Mais quelque chose avait changé, quelque chose de plus profond. Les rues étaient plus vides, l'air plus rare. Les tours de diffusion ne transmettaient qu'un seul message. Statut affiché. Secteur 4 fermé. Colonie extérieure sécurisée. Restez sur place. C'était des mensonges. Colonie sécurisée. Restez sur place. C'était des mensonges. Tout le monde le savait. Et pire encore, les humains le savaient aussi. Ils n'envoyaient pas de flotte. Ils ne diffusaient pas d'ultimatum. Ils n'en avaient pas besoin.
Ils envoyaient des fantômes. Tout a commencé par des murmures. Une colonie jarre du secteur 4 a omis de prendre contact. Puis une autre, puis un drone de communication est revenu, à moitié fondu, couvert de sang, emportant avec lui une transmission humaine corrompue. Ici, c'est la Terre. Pas de Dieu, pas de paix, nous sommes ce que vous avez fait de nous. Le Conseil convoqua à nouveau une session d'urgence, désormais protégée par une triple sécurité et des boucliers énergétiques qui semblaient autrefois excessifs. Mais ce n'était plus suffisant. Trex était assis dans le cercle extérieur, toujours sans grade, mais désormais plus ignoré. Il le regardait désormais comme un prophète dont les avertissements étaient devenus des écritures, et il le terrifiait, car il avait eu raison. « Je vous avais prévenu », dit Trex d'une voix basse et mesurée. « Je vous avais prévenu de ce qu'il deviendrait, mais tu n'avais pas peur quand ils se battaient comme des bêtes. » Il se pencha en avant, les yeux brûlants. « Tu aurais dû avoir peur du jour où ils ont commencé à se battre comme nous. » Le conseiller Varenne parla, les lèvres gercées. « Ils attaquent profondément notre territoire, sans flotte, sans prévenir. »« Comment ? Ils ne se battent pas avec le nombre, » dit Trek. « Ils se battent avec la haine. » Il activa un holopade et afficha un nouveau rapport. Une raffinerie avait été attaquée 2 nuits auparavant, le 7 juin. Non pas détruite, mais vidée. 70 ingénieurs du JAR furent retrouvés pendus à l'échafaudage. La phrase « La Terre se souvient » gravée sur leur armure. Les assaillants n'avaient laissé aucune signature, aucun survivant, aucun corps, seulement une simple plaque d'identité. Trex ne sourit pas. C'est une vengeance, et ce n'est que le début. Ricard fixait l'enfant bocal assise dans un coin de la salle d'interrogatoire. Elle ne devait pas avoir plus de 10 ans selon les normes humaines. Grands yeux, silhouette élancée, aucune cicatrice, aucun grade. Elle avait été capturée lors d'une opération sur un avant-poste de communication mineur près des lunes rasoirs. L'équipe humaine s'attendait à des soldats. Ils la trouvèrent, serrant contre elle un bloc-notes fissuré et une peluche ressemblant à une anguille mutante. Ricard n'avait pas voulu la ramener, mais elle avait tenté de poignarder l'un des éclaireurs avec un éclat de verre lorsqu'il lui avait proposé de la nourriture. Maintenant, elle restait assise là, silencieuse, à observer. « Nomme » demanda-t-il. Elle ne répondit pas. « Je ne suis pas là pour te faire du mal », dit Ricard. Le silence s'installa. Il expira et se pencha en avant. « Écoute, cette guerre, elle a commencé parce que ton peuple nous pensait faibles, que tu pouvais prendre la terre comme un simple morceau de viande dans ton empire. » Il désigna l'écran. « C'est fini maintenant. Tu saignes. Ton peuple est en train de perdre. Émeille, et si vous pensez que cette guerre s'arrête avec Cortal, vous vous trompez. Et si vous pensez que cette guerre s'arrête avec Cortal, vous vous trompez. » Finalement, elle parla. Sa voix n'était qu'un murmure. « Vous brûlez tout. » Ricard marqua une pause. Elle continua. « Mon frère travaillait à la tour de signalisation. Il ne se battait pas. Il ne savait même pas viser avec un fusil. Nous ne sommes pas ici pour tuer des enfants, » dit Ricard. « Alors, pourquoi tous ceux que je connais sont-ils morts ?» Il ne répondit pas, car elle avait raison. Sur la planète natale des Jars, une fracture s'était amorcée au sein même du Dominion. Tout avait commencé par des murmures dans les casernes. Les jeunes soldats remettaient en question leurs ordres. Des officiers disparaissaient, certains se suicidaient, d'autres disparaissaient tout simplement. Tous les Jars n'étaient pas d'accord avec la guerre. Certains pensaient que Trex avait raison depuis le début. D'autres voyaient la vérité désormais écrite dans les colonies en flammes et les villes en ruines. Et certains, très peu nombreux, commencèrent à apporter leur aide. Trex reçut son premier message, codé d'un jeune officier des communications de la colonie de Trelvosquin. Il disait « Je ne veux pas mourir par fierté, je veux vivre pour la vérité. » Que faire ? Trex fixa le message un long moment. Puis il répondit « Survivre, longtemps. » Puis il répondit « Survivre, observer, le moment venu, saboter. » C'était la première fois qu'il donnait un ordre depuis Dross 9
et il avait l'impression de respirer à nouveau. Pendant ce temps, les forces terrestres avaient dépassé le stade de la vengeance. Ils étaient devenus plus organisés, plus dangereux, les chasseurs. C'est ainsi que les Jars les appelaient désormais. Bandes de guerre humaine, unités d'opérations secrètes et même escadrons de vengeance civile arboraient tout le même symbole. Le crâne rouge sang avec un œil crevé. Ils ne portaient pas de grade, ne suivaient pas le protocole et n'écoutaient pas toujours les gouvernements reconstruits de la Terre. Car cette guerre n'était pas menée par des diplomates, elle était menée par des fantômes, et l'un des fantômes les plus meurtriers était un homme nommé Arlan Vex. Personne ne savait si c'était son vrai nom. Probablement pas. Mais quoi? Ce qui comptait, c'était le nombre de morts. Il avait perdu toute sa famille lors des raids de Dronef. Femmes, filles, jumeaux, tous disparus. Désormais, il dirigeait un groupe de 8 personnes opérant en totale autonomie. Il n'avait de loyauté envers aucune nation, seulement envers la liste des victimes. Arlan avait tatoué les coordonnées de chaque monde Jar sur son dos et avait juré de ne pas mourir avant que le dernier ne brûle. L'un des raids d'Arlan marqua l'histoire galactique. Le site secret de Vurnos 3 était une station de recherche de guerre biologique du Jar, dissimulée derrière une ceinture d'astéroïdes protégée par des mines orbitales et des flottes de drones. Aucun humain n'y avait jamais pénétré, jusqu'à ce que Arlan et son escouade, à bord d'un cargo tsar volé, s'écrasent dans le hangar et libèrent un virus de leur propre création, créé à partir de bactéries militarisées de la Terre, modifiées dans les ruines d'un ancien laboratoire du CDC. Ils n'ont pas tué les gardes, ils les ont infectés. En 48 heures, la station était silencieuse. À l'arrivée des équipes de récupération du Jar, tout ce qu'elles ont trouvé, c'est ces mots. Nous ne sommes pas des monstres. Vous nous avez créés, griffonnés avec du sang humain sur le réacteur principal. La vidéo a fuité, et ce fut la dernière faille dans l'armure du Conseil. Nous ne gagnons plus, a déclaré le conseiller Zura d'un ton neutre. Les autres ne protestèrent pas. Nous ne perdons pas seulement du territoire, poursuivit-il. Nous perdons la volonté de nous battre. Nous sommes Jar, rétorqua un autre conseiller. Nous ne capitulons jamais. Tu crois que les humains nous proposeront des conditions? Zura rit amèrement. Ils ne veulent pas se rendre. Ils veulent se venger. C'est leur religion maintenant. Il regarda Trex. Que ferais-tu? Les mandibules de Trex se contractèrent. J'arrêterai de mentir à notre peuple. J'évacuerai les colonies extérieures, je rassemblerai les forces, j'offrirai l'asile à ceux qui désertent. Et ensuite, je me préparerai au jugement. Et après cela, Trex baissa les yeux sur sa prothèse. Je prierai. De retour sur Terre, Ricard se tenait devant un mur de noms, des milliers d'entre eux projetés à l'intérieur d'un bunker de commandement improvisé. Civils, soldats, enfants, vieilles femmes, des familles entières, tous disparus lors de l'invasion. Il pressa sa main contre le nom d'Amelia Ricard, sa sœur. Elle s'était vidée de son sang sur une autoroute du Nevada en essayant de mettre ses enfants en sécurité. Ses enfants non plus n'avaient pas survécu. Il ne pleurait plus. Cette part de lui avait disparu. Mais le feu ne l'avait jamais quitté. Des ordres, capitaine, demanda quelqu'un derrière lui. Il détourna le regard des noms. Comme toujours, dit-il. Trouvez un autre monde Jar et brûlez-le. La première explosion dans la capitale Jar ne fut pas massive. Elle fut stratégique. Un dispositif à pointe de fusion, compact et à faible puissance, explosa sous le port orbital sud du Conseil, vaporisant 3 baies d'amarrage et neutralisant la moitié du réseau de défense planétaire en une seule impulsion de choc électromagnétique. Choc magnétique. Il a fallu 10 secondes pour comprendre ce qui s'était passé. 4 autres pour que la panique s'installe. Le temps que les secours interviennent, les assaillants avaient déjà disparu. Ni corps, ni vaisseau, ni trace d'ADN. Une seule chose restait sur place. Un drapeau terrestre brut, calciné et déchiré, cloué au mur du couloir de service souterrain. Sur ce message, écrit à la bombe, « Vous avez apporté la guerre. Maintenant, nous la ramenons à la maison. » Trex était aux archives quand c'est arrivé.
Il a entendu le grondement en premier. Un son profond et écœurant qui a résonné dans le sol comme un raclement de gorge avant la mort. Quelques instants plus tard, les protocoles d'urgence ont été déclenchés. Son bloc-notes a vibré. Des lumières rouges éclairaient les murs. Il ne bougea pas. Inutile de le faire. Il savait que ce jour arriverait. Il ne s'y attendait simplement pas si tôt. « Monsieur !» cria l'un des assistants subalternes en titubant dans la chambre, le souffle court. Le port a disparu. Le haut commandement isole l'espace aérien. Ils appellent cela du sabotage. Trex se retourna lentement, la voix calme et froide. Ce n'était pas du sabotage. L'assistant cligna des yeux. « Monsieur ?» C'était la justice. Au cœur de la cité la plus sécurisée du domaine Jar, une équipe de 4 humains évoluait discrètement sous les rues de Voskar. Ils portaient des uniformes volés, dissimulaient leur signature thermique corporelle et portaient des armes fabriquées à partir d'alliages Jar mélangés à des débris de terre. Ils s'appelaient l'équipe Echo. Leur mission ? Simple. Tuer un conseiller. Le capitaine Ricard n'était pas avec eux. Il coordonnait désormais des frappes hors de la planète, menait des opérations de sabotage sur des colonies Xar lointaines et protégeait les zones de réfugiés que la Terre avait creusées dans la bordure extérieure. Mais il était au courant de la mission Voskar. Il avait personnellement sélectionné l'équipe. Chacun avait perdu plus que sa famille. Ils avaient perdu la foi en la diplomatie, la foi en l'organisation, la foi en tout sauf la tâche froide et impitoyable qui les attendait. Juno, sniper, silencieux, ne parlait jamais plus que nécessaire. Maclean, arme lourde, sarcastique, utilisait le rire pour masquer sa rage. Spécialiste en technologie, ancien hacker. Les signaux des jarres étaient suivis comme des traînées de sang chez un archer. Chef d'escouade, un marine épuisé, survivant de l'attaque de Ground Zero à Paris. Et maintenant, ils étaient plongés dans la gueule du lion, traquant la tête qui avait ordonné la souffrance de la terre. Le conseiller Varenne. La ville au-dessus d'eux était plongée dans le chaos. Après l'explosion, des milliers de civils Jar se sont précipités vers des zones sûres. Les forces d'urgence se sont heurtées aux manifestants. Les fissures dans la carapace de l'Empire étaient devenues des canyons. Trex observait le tout se dérouler du haut de la flèche du Conseil. Son bureau surplombait le chaos. Des incendies lointains, des sirènes. Ce qui était autrefois l'ordre ressemblait désormais à celui de la Terre au jour de leur arrivée. Ils ne se réjouissaient pas. Ils se contentaient de réfléchir. Car malgré toute leur conquête et toute leur arrogance, les Jars n'avaient jamais affronté de guerre qui ne fût propre. À présent, elle était chaotique, sanglante, impitoyable, et la Terre n'en était qu'à ses débuts. En contrebas, l'équipe Echo se déplaçait comme des fantômes. Avery s'est connecté au réseau de surveillance des Jars grâce à une puce de traduction rudimentaire issue d'une technologie récupérée. Ils sont aveugles dans le quadrant 6, murmura-t-elle, neutralisant désormais les détecteurs de mouvement. Ils sont aveugles dans le quadrant 6, murmura-t-elle, neutralisant désormais les détecteurs de mouvement. Vous avez 7 minutes. Junon hocha la tête, déjà en mouvement. Il savait où se trouverait Varenne, un ascenseur privé sous la flèche, à l'abri, loin des principales voies de panique, exactement là où un lâche se réfugierait. Maclean sourit. J'espère qu'il a apporté une tenue de rechange. Maclean sourit. J'espère qu'il avait apporté une tenue de rechange. Ils atteignirent le couloir. Archer donna le signal. Junon prit la relève. Et puis, ils l'entendirent. Des pas devant, derrière. Contact, siffla Avery. Pas prévu au programme de patrouille. Quelqu'un, puis une voix retentit dans le parfait dialecte du tsar. Déposez les armes. Ils se retournèrent d'un même mouvement, fusil levé. Mais ce n'était pas un soldat. C'était un autre Xar, plus jeune, sans un signe de grade, les mains levées. Il les regarda comme s'il n'avait pas peur. Il les regarda comme s'il s'attendait à eux. « Je ne suis pas votre ennemi, dit-il.
Je suis votre preuve. La preuve de quoi? Demanda Archer, son fusil pointé. Que les Jars sont déjà en train de se déchaîner de l'intérieur. Le Jar s'avança. Je m'appelle Valen, et je vais vous aider à terminer ce que votre peuple a commencé. Il lui fallut 2 minutes pour décider de ne pas le tuer, principalement parce qu'il leur avait donné le code d'échappement de Varenne et la clé rétinienne de l'ascenseur. Je fais partie de la résistance, dit-il. Nous sommes plus nombreux. Pilotes, ingénieurs, communicateurs. On attendait ça. Toi. Juno le regarda en plissant les yeux. Pourquoi? Parce que j'ai vu mon frère tuer un enfant humain pour le plaisir. Pourquoi? Parce que j'ai vu mon frère tuer un enfant humain pour le plaisir, dit Veilin, et je l'ai vu être promu pour ça. Personne n'a parlé après ça. Il n'en avait pas besoin. La haine se passe de traduction. Ils trouvèrent Varin 5 minutes plus tard. Il était exactement là où Veilin l'avait prédit, blotti dans la chambre de panique au pied de la flèche, gardé par 2 robots de sécurité et un assistant terrifié. Les robots moururent les premiers. Les balles de Juno transpercèrent leurs capteurs. Ils s'effondrèrent sans même riposter. L'assistant leva les mains, mais Macklin lui transperça la poitrine sans hésiter. Varenne hurla. Archer s'approcha, fusil en bandoulière, fixant la vieille créature pathétique qui avait autrefois traité l'humanité de maladie. « Tu sais qui nous sommes » demanda Archer. Varin hocha la tête en tremblant. « Tu sais pourquoi nous sommes ici? Mais, je t'en prie, nous pouvons négocier. Nous pouvons trouver des conditions. La Terre a fait ses preuves. Le Conseil peut... » Archer lui tira une balle dans la jambe. Varin hurla de nouveau, se tordant de douleur. Archer s'accroupit à côté de lui. « Tu n'étais pas venu pour négocier quand tu as semé la mort sur nos villes. »« C'est la vengeance !» allaita Varenne. Archer se pencha. « Non, c'est l'équilibre !» tira-t-il de nouveau, cette fois dans la bouche de Varenne. Lorsque le corps fut retrouvé le lendemain, il n'y avait aucune note, seul un sceau brûlé, gravé dans le mur de la chambre, un crâne rouge. Un œil se brisa. Trek se tenait dans la salle du conseil silencieuse le lendemain matin. Le siège de Varenne était vide. Les autres étaient assis, pâles et brisés. « Nous avons perdu 32 colonies, » dit Zura d'un ton hébété. « Et maintenant, l'une des nôtres s'est retournée contre nous. Ils ne s'arrêteront pas, » dit Trek. « On ne peut pas raisonner avec le feu. On ne peut que le contenir ou être consumé. Alors, que proposez-vous » demanda Zura. « Nous leur donnons quelque chose qu'ils n'attendaient pas. » Zura cligna des yeux. « Se rendre ? Non, » dit Trex. Un visage. Plus tard ce jour-là, à bord d'un petit vaisseau diplomatique en orbite autour d'une lune brisée, Trex se retrouva face à face avec un humain pour la première fois depuis des années, Ricard Holt, l'homme qui avait tué Courtal, celui que le Jar appelait le général sanglant. Ils se fixèrent longuement, sans un mot, puis Trex prit la parole. « Je ne suis pas ici pour m'excuser. »« Bien, » dit Ricard. « Je ne suis pas venu ici pour pardonner. Je suis venu pour offrir des informations, des cellules de résistance, des points faibles militaires, des coordonnées. En échange, je veux 2 choses. » Ricard haussa un sourcil. « Premièrement, tu épargnes les transfuges. »« Certains, » dit Ricard. « Pas tous. »« Deuxièmement, » dit Trex, « tu me laisses contribuer à mettre fin au Dominion. » Ricard l'observa, puis hocha la tête. « Bienvenue en guerre. Voskar, la planète capitale des Jars, était une forteresse par nature. Des centaines de réseaux de défense orbitaux, de hangars souterrains et de grilles de boucliers énergétiques couvraient le ciel et la croûte terrestre. Il avait résisté aux éruptions solaires, aux soulèvements rebelles et à 4 incursions galactiques, mais il n'était pas conçu pour une guerre comme celle-ci, car Voskar n'était jamais censé affronter la Terre. Et maintenant, la Terre était arrivée, avec des alliés. Trek se tenait au centre du vaisseau amiral humain,
Iron Fang, entouré d'hommes qui le regardaient encore comme un souvenir ensanglanté. Il le sentait dans l'air. La tension inexprimée, la haine contenue. Il l'avait laissé monter à bord, mais de justesse. Chaque soldat humain sur ce pont de commandement avait perdu quelqu'un, beaucoup aux mains de ses anciens frères. Mais ils écoutaient, car Trex savait comment le Dominion pensait. Il avait été engendré par elle, forgé dans ses fourneaux de guerre, et maintenant il allait contribuer à la réduire en cendres. Ricard entra dans la pièce, vêtu d'une tenue de combat noire, un crâne rouge mat peint sur son épaulière. Il ne salua pas, n'acquiesça même pas. Il se contenta de regarder Trex avec des yeux qui ne se souvenaient plus de la paix. « Tu as intérêt à avoir raison, » dit Ricard. Trex activa une carte creuse. La capitale des Jarres apparut. Nœud de défense, placement des troupes, fréquence des boucliers, tout. « Je ne suis pas là pour gagner votre confiance, capitaine. Je suis là pour vous assurer la victoire. » Ricard étudia l'écran. « Vous disiez qu'il y avait un point faible. Il y a toujours un point faible, » dit Trex. Même chez les dieux, le plan était insensé. Frapper le noyau énergétique, ni les défenses extérieures, ni la tour de commandement. Le générateur de boucliers planétaires enfoui sous la salle du Conseil, gardé par 3 rangées de drones tueurs et de tourelles automatiques, mais s'il le détruisait, Voskar serait exposé. Pas de bouclier planétaire, pas de réseau énergétique, juste un empire haletant, prêt à recevoir le coup fatal. Ricard hocha la tête. « Dites à vos hommes de s'équiper. On part dans 6 heures. » Tandis que l'Alliance de résistance Humenjar se préparait à son plus grand assaut conjoint à ce jour, ailleurs dans la galaxie, une autre forme de guerre commençait. Une guerre sans règles, sans alliance, sans survivants. Arlan Vex était devenu rebelle. L'homme, autrefois considéré comme le spectre de la vengeance, avait quitté le commandement des semaines auparavant. Il avait refusé l'extraction, refusé les ordres. Il prit ce qui restait de son escouade et disparut dans l'espace lointain, traquant les convois de réfugiés de la Jarre, non pas des soldats, mais des civils. Ils se surnommèrent la Marche Noire et ils ne se contentèrent pas de tuer, ils le diffusèrent. Des flux en direct de dômes de colonies en feu, des images de mères de la Jarre effrayées serrant leur nouveau-né dans leurs bras, tandis que les incendies faisaient rage, des vaisseaux entiers explosèrent, laissant derrière eux un seul message terrifiant. « Tu n'as pas le droit de fuir. » Ricard avait vu la vidéo. Il n'a pas dormi après. « Il faut le retrouver », a-t-il dit au commandement. Tout de suite, mais même en le disant, il savait la vérité. Arlan était déjà trop loin. Il ne faisait plus la guerre. Il achevait une purge. La force de frappe de l'Alliance avançait silencieusement à travers l'anneau de défense extérieure de Voskar, dissimulé par des perturbateurs de signaux et des coordonnées extraites des archives secrètes du Dominion de Trex. 12 vaisseaux furtifs terrestres. 4 croiseurs transfuges Xar. Chacun transportait des équipes mixtes de combattants de la résistance humaine et Jarre dont la plupart ne s'étaient jamais entraînés ensemble. Peu importait. Ils voulaient tous du sang. Ricard, Trex, Avery, Macklin et Juno menèrent la brèche, descendant dans la cité souterraine par un puits de maintenance autrefois utilisé pour l'évacuation des eaux usées. Pas de lumière, pas de bruit. Juste des tunnels qui sentaient le temps et la décomposition. Trex avança le premier. Fusil à plasma levé. Armure silencieuse. Avery vérifia sa carte, connectée au réseau de défense avec un virus personnalisé, créé à partir de Tsartech et d'anciens logiciels malveillants militaires terriens. Nous avons une fenêtre, 17 minutes avant le cycle des capteurs. Ricard hocha la tête. Faisons en sorte qu'ils comptent. Ils frappèrent le premier point de contrôle comme des loups à travers une clôture. 3 tourelles, détruites en 5 secondes. 6 gardes, dont un tenta de crier, ne dépassèrent pas la première syllabe. Macklin installa des charges sur la porte intérieure scellée. Frappant poliment, l'explosion fissura le plafond. Des débris pleuvaient comme la poussière du grenier de Dieu. Ils avançaient rapidement,
à travers des tunnels de vapeur, sous des conduits de pression, remontant un puits gravitationnel, jusqu'à ce qu'ils atteignent enfin le cœur du bouclier. C'était une tour monstrueuse de cristaux bourdonnants et de régulateurs d'énergie. Bleue comme des étoiles volées, gardée par 20 sentinelles d'élite, jarres en armure renforcée. Trex n'hésita pas. Il chargea. Les autres suivirent. Ce n'était pas une bataille. C'était un massacre. Ricard se déplaçait comme un feu, contrôlé, furieux, mortel. Chaque tir abattait un corps. Chaque coup de lame touchait un os. Juno prit le flanc, faisant jaillir des têtes à travers la fumée avec une précision glaciale. Macklin tomba, mais en emporta 3 avec lui, riant même en crachant ses entrailles. Et Trex se battit comme un homme s'exerçant sur sa propre culpabilité, brûlant chaque parcelle de son passé avec du plasma et de la rage. À la fin, il se tenait au-dessus des cadavres, enveloppé par l'odeur de l'ozone et de la chair fondue. Ricard s'affala contre la base du bouclier. « Fais-le », dit-il. Avery s'avança et sortit un cube noir vibrant, dernier cadeau de la Terre au Dominion. Elle le brancha sur le noyau. Le virus court circuiterait tout le système, larguerait tous les boucliers, anéantirait le réseau électrique et laisserait Voskar à nu. « Qu'ils regardent leur dieu saigner !» murmura-t-elle. Le noyau vacilla 1 fois, 2 fois, puis s'éteignit. En orbite, la flotte terrestre n'attendit pas. Ils ouvrirent le feu, les canons électriques tonnèrent, les salves de missiles s'abattèrent sur les flèches. Les stations de défense Xar disparurent en quelques secondes. La capitale, autrefois horizon, se transforma en une tempête de feu. Les tours du Conseil s'effondrèrent. Les centres civiques se transformèrent en cratères d'impact. Les voies d'évacuation étaient encombrées par les hurlements des civils Xar. Il n'y avait aucune pitié, car la Terre n'avait plus rien à offrir. Trex se tenait devant la chambre fumante du générateur de boucliers, scrutant le ciel à travers un plafond brisé. Il voyait déjà les traînées de fumée s'élever, le feu s'abattre, la mort approcher. Ricard le rejoignit, silencieux. « C'est une victoire pour toi ?» demanda Trex. Ricard ne répondit pas. Il ne pouvait pas, car ce n'était pas le cas. Ailleurs, loin de la capitale, Arlan Vex se tenait à bord d'un croiseur de la colonie Jar, trempé de sang, tenant la tête coupée d'un ancien Jar qui avait autrefois prêché la paix. Des enfants sanglotaient au fond. Son second hésitait à la porte. « Monsieur, il y avait des civils. » « Le manifeste. Ils sont tous du Dominion, » grommela Arlan. « Jusqu'au dernier, et nous ne laisserons pas la maladie en vie. Mais le commandement est faible. » rétorqua Arlan. « Ils ont déjà oublié ce qu'ils nous ont fait, mais pas moi. Jamais. » Il laissa tomber la tête avec un bruit sourd, brûlait le vaisseau. De retour sur Voskar, quelques heures après la chute du bouclier, Zura, le dernier conseiller encore en activité, lança un appel aux forces terrestres. « Nous nous rendons sans condition. S'il vous plaît, arrêtez ça. » Le message parvint à Ricard à bord de l'Iron Fang. Il fixa l'écran, le visage vide. Puis, il se tourna vers l'officier des communications. « Renvoyez un mot. » L'officier cligna des yeux. « Quel mot, monsieur ?» La voix de Ricard était glaciale. « Non. » 3 jours après la chute de Voskar, le ciel était encore noir. Non pas à cause des satellites de défense Xar qui avaient disparu depuis longtemps, mais à cause de la fumée des villes en flammes, des tours cratérisées et des flèches brisées qui symbolisaient autrefois la puissance d'un empire. À présent, c'étaient des pierres tombales, et la terre se tenait victorieuse. Mais pas entière, pas propre. La victoire ne semblait plus aussi palpable qu'avant. On ne sentait ni défilé ni acclamation. On aurait dit du sang sous les ongles, des cauchemars qui ne partaient pas, comme se regarder dans le reflet sans reconnaître l'homme qui se retournait. Ricard n'avait pas dormi depuis la fin de la frappe orbitale. Il n'en avait pas envie. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le sourire de Macklin s'effacer sous les décombres.
Il vit la petite fille Jarre dans la salle d'interrogatoire, celle qui avait demandé pourquoi tous ceux qu'elle connaissait étaient morts. Et maintenant, tout le monde l'était vraiment. Il se tenait dans les ruines de la chambre du Haut Conseil Jarre. Elle était désormais ouverte aux étoiles, le toit arraché lors du dernier bombardement orbital. Des débris jonchaient le sol autrefois immaculé. Jarre mort gisait éparpillé, beaucoup serrant encore des lames cérémonielles qu'il n'avait jamais eu l'occasion de brandir. Threx se tenait à ses côtés. Il ne parlait pas. Que pouvait-il dire? C'était la fin du Dominion, de tout ce qui avait vu le jour chez Threx, et le début de quelque chose que Ricard n'était pas sûr que l'humanité méritait. La transmission se fit de nouveau, dit enfin Threx. Ricard ne se retourna pas. La transmission se fit de nouveau, dit enfin Threx. Ricard ne se retourna pas. Arlan? Threx hocha la tête d'un air sombre. Ils ont touché 3 autres vaisseaux de réfugiés, des civils. Aucune résistance. Ils ont diffusé les exécutions. Ricard serra les mâchoires. Il n'eut même pas besoin de demander ce qu'il y avait sur les enregistrements. Il le savait déjà. Arlan Vex était devenu un chef de guerre. Là où l'armée terrestre tentait d'établir des structures, Arlan les détruisait. Là où les diplomates commençaient à chuchoter des paroles de paix, il les réduisit au silence par des raids. Ses émissions allèrent plus loin désormais. Plus que des messages, des sermons, des discours tordus sur la purification des étoiles, la reconquête de la douleur, la miséricorde comme germe de guerre future, et les gens écoutèrent, peu nombreux, mais suffisamment. Assez pour transformer son groupe rebelle, la Marche Noire, en une armée de l'ombre grandissante. Une armée qui ne répondait à aucun commandement, pas même à celui de la terre. « Nous devons l'abattre », dit Ricard. Il se tenait dans la salle de commandement d'Iron Fang, les mains derrière le dos, le regard fixé sur les secteurs marqués en rouge où Arlan avait frappé pour la dernière fois. La pièce était silencieuse. Personne ne contestait, mais personne ne voulait le dire à voix haute non plus. « Il est des nôtres », dit Avery. « Il a versé son sang pour la terre. Il a tout perdu. Moi aussi, » dit Ricard froidement. « Et je ne suis pas là à exécuter des civils. » Un silence. Il a franchi la ligne rouge. Et si nous ne l'arrêtons pas, tout ce que nous avons fait ici ne sera qu'un génocide de plus. Threx ne dit rien. Mais intérieurement, il était d'accord. La Terre n'avait peu. Être pas envahi l'espace Xar pour conquérir, mais la guerre les avait quand même transformés en conquérants. Il fallut 5 jours pour retrouver Arlan. Son vaisseau, le Tumulus, rôdait près des ruines du secteur 19, où se trouvait la dernière station d'évacuation Xar, encore debout. Trek savait qu'il finirait par s'y rendre, et Ricard, à contre-cœur, dirigea lui-même la mission. Il ne prit aucune flotte, une seule escouade. Juno, Avery, Threx et lui-même. Ce n'était pas une bataille. C'était un règlement de compte. Ils ouvrirent une brèche dans le tumulus à 300 heures. Pas d'alarme, pas de défense, juste le silence. Étrange et dense, comme entrer dans un cimetière avec des murs. Des corps pendaient dans les couloirs. Jarre, humains, n'avaient aucune importance. Tous étaient dépouillés de leur équipement. Certains tremblaient encore. Avery faillit vomir. Threx traversa la pièce comme un homme retombant dans un cauchemar familier. Ricard garda son fusil levé. Ils trouvèrent Arlan dans la chambre d'observation. Seul, assis sur une chaise craquelée, contemplant les étoiles sans fin. Sa barbe était longue, du sang s'accumulait dans ses cheveux. Ses yeux étaient clairs, trop clairs. « Je me demandais quand tu viendrais, » dit-il sans se retourner. Ricard pointa son fusil sur lui. « Je devrais te tuer là où tu es assis. Tu ne le feras pas, » dit Arlan, « parce qu'au fond de toi, tu sais que j'ai raison. » « À propos de quoi ?» grogna Ricard. « Massacrer des civils? Pendre des enfants aux bouches d'aération des moteurs? Ce sont des tsars, » dit Arlan d'un ton neutre. « Il n'y a pas de civils. Chacun d'entre eux serait devenu un tueur.
Comme nous. Trex s'avança. Tu parles comme le Dominion. Harlan se retourna enfin et sourit. La différence, c'est que nous avons mérité notre haine. Ricard fit un pas en avant. Tu étais un héros autrefois. Non, dit Harlan. J'étais une victime. Tu as fait de moi un symbole. Ils ont fait de moi une arme. Et maintenant que je fais ce que font les armes, tu sursautes? La voix de Juno était douce. Tu ne te bats plus. Tu tues. Harlan se leva lentement, et c'est là que Ricard comprit. Il voulait être tué. Appuie sur la détente, murmura Harlan. Vas-y, pose-moi. Sois le héros. Prouve que tu es encore meilleur. Ricard ne bougea pas. Sa main tremblait, non pas de peur, mais de savoir, sachant qu'une partie de lui était d'accord, qu'au plus profond de lui-même, sous tous les uniformes, les ordres et les médailles, il y avait encore l'homme qui avait vu sa famille brûler et qui voulait voir les étoiles saigner pour cela. Mais il n'appuya pas sur la détente. Il baissa le fusil. On ne s'en sort pas facilement, dit Ricard. On pourrit dans la prison qu'on a construite. Juno s'avança et administra un sédatif à Harlan avant qu'il ne puisse résister. Lorsqu'il s'effondra, ses derniers mots furent à peine audibles. Ils me remercieront à la fin. Ils me remercieront à la fin. 2 semaines plus tard, la guerre était officiellement terminée, pas avec un traité, pas avec des défilés, juste le silence. L'Empire Jar avait disparu, ses colonies réduites en ruines ou dirigées par de nouveaux gouvernements. Ses soldats étaient morts, emprisonnés ou avaient fait défection. La Terre n'a pas pris le pouvoir. Elle n'a pas occupé. Elle a simplement laissé les cendres là où elles étaient et s'est éloignée. Certains ont parlé de clémence, d'autres d'épuisement. Mais ceux qui étaient là savaient la vérité. La Terre n'avait pas besoin de rester. Elle avait prouvé son point de vue. Dans un champ tranquille aux abords de l'ancienne capitale Jar, Ricard se tenait seul, observant les zones de reconstruction où Jar et les ouvriers humains travaillaient désormais côte à côte. Trex s'approcha par derrière. « Étrange, n'est-ce pas ?» dit l'extraterrestre. Ricard hocha la tête. « Ça ne va pas. Ils construiront quelque chose de nouveau ici, » dit Trex. « Le feront-ils ? Ils le devront. » Ricard se retourna enfin. « Tu crois qu'on est meilleur maintenant, après tout ça ?» Trex regarda l'horizon. « Je pense qu'on est différent. Que ce soit mieux ou pire dépend de ce qu'on fera ensuite. » Ricard expira lentement. « Tu t'es déjà demandé ce qui se serait passé s'il t'avait écouté à l'époque ?» Trex esquissa un léger sourire. Chaque jour. Ils restèrent un long moment silencieux. Et pour la première fois depuis l'incendie de la Terre, Ricard sentit une lueur dans sa poitrine. Non pas de l'espoir, mais du repos. Juste un peu. Épilogue. Dans le plus profond coffre des archives militaires terrestres, sous un niveau d'autorisation drapeau noir, connu de seulement 4 personnes vivantes, une mallette verrouillée est scellée par un cryptage rétinien, vocal et neuronal. Chiffrement local et neuronal. À l'intérieur se trouve un cristal de données. Étiquette. Sujet. Harlan Vex. Classé secret. Ne pas divulguer. En dessous, une courte note est gravée sur le couvercle du boîtier. Écrit par Ricard Holt. La victoire n'est pas une preuve de droiture. C'est seulement le moment où personne n'a pu riposter.